Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième journée de la Jalsa qui se déroule actuellement au Royaume-Uni. On remercie nos frères Dr Talha Rachid et Outal Alim qui sont exactement sur le terrain et qui vous montrent un peu ce qui se passe en dehors. Aujourd'hui, alors j'aurai avec moi Monsieur Omar Saïb, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Monsieur Abdelhani Saïb, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et Monsieur Ali, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, que la Jalsa se passe bien pour vous. Très bien. Alhamdulillah. On va avoir un sujet assez important et on va partager avec nos téléspectateurs, c'est qu'on va parler un peu de manière générale du Maghreb et ce qui s'est à peu près passé pendant l'indépendance. On va voir un peu comment une personne en particulier qu'on va traiter juste après, comment elle a pu aider, comment tout ça, comment ça s'est passé. On va revenir avec quelques précisions aussi dessus pour informer au maximum nos téléspectateurs. Alors la personne en question, il s'agit de Sir Zarfullah Khan. On va commencer par le plus jeune, Monsieur Ali Saïb. Est-ce que si vous pouvez un peu nous présenter un peu aux téléspectateurs, qui était cette personne de manière générale? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ça va être assez compliqué de présenter Zarfullah Khan Sahib en juste quelques mots, quelques phrases. Mais pour faire bref, Zarfullah Khan Sahib c'était un grand diplomate et un juriste international d'origine pakistanaise qui est né en 1893, si je ne me trompe pas, et décédé à 92 ans en 1985. Il a été le premier ministre des Affaires étrangères du Pakistan pendant plusieurs années. Il a également été président de la Cour internationale de justice dans les années 70. En fait, il est surtout connu pour avoir été le représentant du Pakistan aux Nations Unies. Et il a été en plus de cela le président de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le début des années 60. Zarfullah Khan Sahib il a joué un grand rôle, il a participé et joué un grand rôle dans l'indépendance des pays colonisés, et la défense de leurs droits, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais il y a également d'autres pays. Et il est connu également pour avoir été un des plus grands défenseurs de la cause palestinienne. Et il a souvent pris la parole pour défendre l'État de la Palestine pendant son mandat à l'ONU. Ça c'est au niveau professionnel, mais il faut savoir aussi au niveau religieux que Zarfullah Khan Sahib c'était un très grand savant musulman et un fidèle compagnon de l'imam al-Mahdi alayhi salam et de ses khulafa après lui, en particulier le deuxième calife et au sein de la Jama'at Ahmadiyya. Et comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire qu'on reconnaît la valeur d'un homme qui se dit de venir de la part de Dieu. Et on reconnaît la valeur de son enseignement par rapport à la transformation spirituelle qu'il apporte parmi ses disciples. Et pour faire très court, en fait, Zarfullah Khan Sahib c'était le fruit apporté par la transformation spirituelle et intellectuelle du Messie premier et de sa Jama'at. Et c'est encore un exemple aujourd'hui pour les musulmans dans le monde entier. Jazakallah, merci beaucoup. J'espère que cette présentation elle a été assez claire. Justement, vous avez dit un truc vous nous l'avez présenté, vous avez dit aussi un truc qui était assez important, c'était le rôle auquel il a joué. Monsieur Abdelhani Saïb, est-ce qu'on peut expliquer à peu près le rôle qu'il a joué durant un peu l'indépendance de ces pays, pour ces pays-là, pardon. Zarfullah Khan Sahib, il a joué un rôle très important dans plusieurs pays, notamment le Maghreb. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, tous les mandats qu'il a eus, successifs, et comme l'a dit Ali Sahib, surtout quand il était le représentant du Pakistan aux Nations Unies, beaucoup de représentants des pays musulmans, pays arabes, le rencontraient. C'était une personnalité reconnue. Le roi d'Arabie Saoudite, les rois d'Arabie Saoudite l'ont rencontré pour avoir ses conseils, ses lumières, de Jordanie, tous les pays du Maghreb. Il a rencontré le roi du Maroc. Il faut savoir qu'il a rencontré le roi du Maroc, il a rencontré aussi président de ce qui allait être plus tard le futur président de l'Algérie, premier ministre aussi. Donc dans tous les pays maghrébins, les représentants le rencontraient et suivaient ses conseils, suivaient ses lumières pour pouvoir sortir de cette situation, parce qu'il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. Il était déjà connu à cette époque-là comme quelqu'un, il prenait conseil avec lui. C'est comme aujourd'hui, on prend une grande personnalité, tout le monde le connaît. À cette époque-là, c'était Sir Zarfullah Khan Sahib.
Donc il était reconnu, on le rencontrait, on allait le voir, et à cette époque-là, il faut savoir que tous les pays musulmans étaient colonisés. Au Maghreb, en tout cas, tout le monde était colonisé. Donc il a pris ce travail d'aider les citoyens. Il a commencé par le Pakistan, mais les plus opprimés, les plus... et donc il a vraiment pris le travail de les aider à retrouver leur souveraineté, leur liberté. Au Maghreb, si on prend par exemple l'exemple de l'Algérie, il y a l'indépendance, on le dit, on le redit, c'est les peuples qui ont le plus souffert, qui ont été les grands héros de ces situations-là. Il y a eu des combats qui ont été menés pour la libération de leur pays, mais il y a eu aussi un autre combat, un combat plus diplomatique, qui s'est fait dans la scène diplomatique. Et là, de ce côté-là, Sir Zafar Khan Sahib était aux avant-postes. Il a joué un rôle important dans la partie diplomatique. Il a joué un rôle très important, puisque faut savoir que dans la scène diplomatique, si vous voulez, pour aller défendre la cause de ces pays-là, il fallait se déplacer. Mais ça, c'est très intéressant, et je pense que c'est aussi une face un peu cachée que peut-être les téléspectateurs ne connaissent pas de cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a eu la partie guerre où le peuple a beaucoup souffert, qu'il s'est beaucoup battu, mais il y a aussi toute cette partie diplomatique qui est peut-être moins connue, d'où le sujet de notre émission aujourd'hui, qu'on essaie de vous apporter pas mal d'informations. Et justement, dans cette partie diplomatique, de quelle manière en fait il a fait les choses, de quelle manière il a impacté un peu les Nations Unies, de quelle manière il a fait tout ça? Il y a une chose que je voudrais, une chose sur laquelle il faut revenir et sur laquelle il faut insister. Parce qu'on a abordé justement le fait qu'il y a eu ce combat diplomatique. Et c'est intéressant d'employer ce terme de combat. Parce qu'effectivement, l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est celui qui prétend accomplir la prophétie selon laquelle, lorsque le Mahdi viendra, il abolira les guerres. Et on a souvent reproché à l'imam Mahdi, donc le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, d'avoir aboli le djihad. Alors que le véritable djihad des temps de l'époque du Mahdi, c'était un djihad qui se basait sur la plume, sur la scène intellectuelle, la scène politique, la scène diplomatique. Et en ce sens-là, Chaudhry Zafrullah Khan, ensuite, et le deuxième calife d'abord, a aidé à l'accomplissement des efforts du Messie premier, et ont démontré sa véracité par les résultats qu'ils ont eu sur ce chemin-là. Parce que souvent on reproche à la Jamaat de dire oui, mais ils ont aboli le djihad, ils étaient des collabos avec les Anglais. Mais ce qu'ils ont fait pour permettre au peuple de se libérer, personne ne l'a fait. Et tout le monde le reconnaît. Parce qu'il faut se rappeler que derrière les actions de Chaudhry Zafrullah Khan, il y avait une prophétie qui a été faite sur le deuxième calife, le fils promis du Messie premier, selon laquelle il serait celui qui libérera les peuples. Cette prophétie-là, elle a eu lieu dans les années 80 de la fin du 19e siècle, où le Messie premier, après avoir prié pour un signe céleste, en faveur de l'islam, Allah lui a révélé qu'il aurait un fils exceptionnel. Et l'une de ses qualités, parmi les 51 qualités qu'il a listées, il avait cette prophétie selon laquelle il libérerait les peuples. À travers lui, les esclaves seraient libérés. Et pendant son khilafat, c'est pendant son khilafat que justement, comme l'a dit Ali Saheb, un fruit sucré du Messie premier a émergé sous la direction du khilafat, dont l'œuvre a été prophétisée, qui libérerait les peuples et qui, sur la scène internationale, s'est battu bec et ongle pour faire valoir les droits des peuples opprimés. Jazakallah, merci Omar Saïd pour ces précisions. Et justement, c'est aussi très intéressant et on le voit maintenant que lors de cette Jalsa, tous les pays en fait sont représentés. Il y a eu des actions un peu partout dans le monde dans la Jalsa. C'est pour ça qu'il y a aussi les drapeaux du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, parce qu'il y a aussi des personnes qui en font partie. Et ça nous permet aussi de nous retrouver, de reparler un peu de ces histoires-là, de se réunir autour de ça. Et j'espère que les téléspectateurs en profitent également. Et justement, de ce que vous avez dit, même ce que vous avez tous dit, à peu près de quelle manière Sir Zafrullah Khan il a exercé son rôle, de quelle manière il a commencé à vouloir défendre un peu ses peuples, qu'est-ce qu'il a fait, c'était quoi à peu près ses actions autour de ça? On peut sortir un exemple concret, connu, hein. Il suffit de faire des recherches sur internet, c'est pas des choses qu'on a inventées. Mais Sir Zafrullah Khan Sahib, il faut savoir que, par exemple, pour l'Algérie,
il faut savoir que pour porter la diplomatie à l'étranger, les représentants de cette époque-là, qui allait être plus tard le premier président d'ailleurs d'Algérie et le premier ministre, devaient se déplacer et porter haut la voix du peuple algérien. Mais comment faire si on n'a pas de passeport? C'est Sir Sarouf Khan Sahib, c'est lui-même, qui a offert des passeports diplomatiques au président de l'Algérie et au Premier ministre. C'est grâce à ces passeports diplomatiques qu'ils ont pu se déplacer. Et ça a mis mais vraiment en colère d'ailleurs à l'époque la France et puis les Alliés qui mettaient tout en œuvre pour pouvoir les arrêter. Mais malgré ça, il leur a donné les passeports diplomatiques, il leur a dit comment faire, il a expliqué ce qui allait se passer, tout ça. Il y a même une vidéo qu'on peut retrouver sur Internet, c'est la première fois où le drapeau de l'Algérie a été hissé haut aux Nations Unies, où on voit Ahmed Ben Bella lever le drapeau, et vous avez juste à côté de lui Sir Zafrullah Khan Sahib. D'accord, ok. Donc, en offrant ses passeports diplomatiques pakistanais parce qu'il avait la possibilité de les offrir, malgré le fait que la France ne voulait pas et que les Alliés aussi mettaient la pression justement pour que ça ne se fasse pas, que l'Algérie et d'autres pays, comme le Maroc, restent sous l'influence de ces pays-là. Il leur a quand même offert et ça leur a permis de porter haut la voix du peuple algérien pour pouvoir avoir leur indépendance par la suite. D'accord. On invite les téléspectateurs à regarder cette vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas connaissance de savoir qui était présent par rapport au lever de drapeau et quel rôle ils ont tous joué. Est-ce que ça a été le même cas et les mêmes choses concernant le Maroc et la Tunisie, concernant leur histoire? Est-ce qu'il a joué le même rôle et ça s'est passé exactement pareil, ou il y a eu d'autres… Il a pu jouer un rôle d'autant plus important avec la Tunisie et le Maroc qu'ils avaient un statut différent de l'Algérie. Avec l'Algérie, c'était plus compliqué parce que l'Algérie faisait partie pratiquement intégrante de la France. Donc c'était un département. Alors que la Tunisie et le Maroc, en tout cas je suis sûr pour le Maroc, c'était un protectorat. Et donc il a travaillé sur cette charte en fait, des Nations Unies qui favorisait justement, qui promouvait, surtout à cette époque d'après-guerre, l'autodétermination des peuples. Et fort justement des lois, fort de son talent diplomatique, il a œuvré à travers des discours à l'ONU, à travers des actions comme celle justement de remettre des passeports à titre honorifique à des amis en fait, des diplomates, parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les personnes qui avaient des velléités ou des envies, des désirs d'indépendance par rapport aux puissances coloniales de l'époque étaient considérées comme de la dissidence. Donc si elles passaient par les pays sous lesquels ils étaient administrés, ils risquaient des peines de prison. Et donc le courage et le talent diplomatique de Sir Zafrullah Khan Sahib, ça a été de contester cette autorité. Mais pas n'importe comment. C'est là qu'on voit vraiment que la touche justement de cette prophétie du Saint-Prophète, où il mène un djihad. Mais il ne mène pas le djihad idiot, un djihad qui est même haram, selon la fatwa même du Saint-Prophète, qui dit que lorsque le Mahdi viendra, il abolira la guerre. C'est un djihad qui était le djihad de l'époque. Il était au devant de la scène, sur la scène politique internationale, et il faisait valoir les droits. Il était la voix des sans-voix. Et donc c'est cette voix des sans-voix qui a aidé diplomatiquement, comme disait Abdelrahmi Sahib, c'est les personnalités justement de ces pays-là à venir sur la scène internationale et pouvoir parler et pouvoir défendre leur cas. C'est pour ça que lorsqu'on dit que Zafrullah Khan Sahib et par extension à travers lui, le Jamaat Ahmadiyya a œuvré à libérer les peuples, c'est pas qu'ils l'ont fait tout seul, c'est qu'ils ont donné les conditions, ils ont mis la plateforme pour que justement ceux qui avaient droit légitimement à leur liberté puissent le faire. Zakallah, c'est vrai que c'est intéressant et j'invite aussi les téléspectateurs à regarder les autres vidéos qu'on a faites sur la chaîne concernant le djihad. C'est vrai qu'on parle souvent du djihad qui a été fait par l'épée, par les armes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, depuis plusieurs années maintenant, sur la chaîne MTA, on défend en disant que non, notre époque n'a pas besoin de ce djihad-là. C'est un djihad fait par la plume et c'est ce que le Messie premier sallam a fait avec tous les livres qui ont été écrits, ce qui a été suivi après par les califes. Donc c'est important de le rappeler. J'invite les téléspectateurs
vraiment regarder ces vidéos-là ou même aller sur le site de l'Ahmadiyya, vous pouvez avoir accès à certains livres et c'est très magnifique ce qui a été écrit, donc je vous invite. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, c'est que sur la scène des Nations Unies, est-ce qu'on sait exactement les arguments que Sir Zafrullah Khan il a utilisés? Est-ce qu'on sait à peu près les arguments qu'il a utilisés et les impacts qui ont eu juste derrière ou pas du tout? Euh, on peut le retrouver. Il y a un très bel article qui a été écrit par Daniel Arif Saheb dans Al-Hakam. J'invite justement ceux qui nous écoutent à aller consulter cet article-là. On pourra aussi mettre en description par la suite, après cette vidéo, justement les points qui ont été abordés. Et ce que je retiens par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas la réponse à la question, mais l'impact de ces actions qu'a fait Zafrullah Khan, c'est que la France notamment avait décidé. Oui, il y a un point qui me vient à l'esprit là maintenant, que j'avais lu cet article, qui est vraiment très intéressant. C'est que la France, par rapport à la Tunisie notamment, avait distribué des pamphlets pour démontrer que la Tunisie était un pays qui ne pouvait pas se tenir sur ses deux jambes en fait. Elle n'avait pas la capacité à pouvoir évoluer d'elle-même. Et Sir Chaudhry Zafrullah Khan, qui était donc un grand défenseur de la cause arabo-musulmane, lorsqu'il allait pour prendre la parole, on sait que les diplomates français, par indignation en fait, pour ce qu'ils savaient que ce que faisait Zafrullah Khan très légalement et très diplomatiquement, ont décidé de quitter l'Assemblée pour montrer leur mécontentement. Et Zafrullah Khan, d'une manière vraiment très rhétorique et très sage, il a dit, mais regardez, donc ils sont partis, il a fait un commentaire là-dessus, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement, mais ensuite il a dit, regardez, j'ai vu les statistiques concernant la Tunisie, que vous avez bien voulu nous remettre, et je remarque qu'à tout point de vue, ils sont beaucoup plus avancés que le Pakistan. Donc il a dit, et si le Pakistan a obtenu l'indépendance, est libre, alors qu'ils sont beaucoup moins avancés que la Tunisie, pourquoi la Tunisie ne l'obtiendrait pas? Et vous avez même un article dans Le Monde qui a été écrit et qui relate ça, et qui dit clairement à quel point l'argument qui avait été donné par Chaudhry Zafrullah Khan, il était irrésistible. Et donc ce sont des arguments de telle sorte qui ont fait pencher à la faveur justement des peuples opprimés, et notamment de la Tunisie, la balance pour qu'in fine, ils finissent par obtenir leur indépendance. C'est un argument parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Monsieur Abdelrahim Saïb ou même Ali Saïb, si vous, est-ce qu'on sait à peu près après ce qui s'est passé après l'indépendance pour Sir Zafrullah Khan? Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'il a été remercié par ces pays-là, ou est-ce que... Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays arabes, les représentants des pays arabes, c'était vraiment la personne qu'il fallait rencontrer pour pouvoir avoir leur indépendance. Donc à cette époque-là, il était vraiment invité dans tous ces pays-là. Il a fait une tournée importante. Ces pays-là l'ont remercié sur le coup, c'est vrai. Mais après, on va dire que c'est plus les membres de sa communauté qui, malheureusement, ont subi des persécutions suite à ces déclarations qui ont été faites en 1973 et 1974, à savoir que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, dont fait partie Sir Zafrullah Khan Sahib, ont été sortis du giron de l'islam. On ne les a pas reconnus comme étant des musulmans, on leur a interdit après par la suite le pèlerinage à la Mecque, on leur a interdit le fait de dire assalamu alaikum par exemple au Pakistan, un pays qu'il a servi énormément, où il a été reconnu à l'époque. Et par la suite, malheureusement aussi, et ça c'est dommage de ne pas juste écouter et regarder ce qu'a fait Sir Zafrullah Khan, qui lui était un musulman ahmadi pour les pays du Maghreb, mais certains pays du Maghreb, les membres de sa communauté, de Sir Zafrullah Khan Sahib, n'ont pas le droit d'exister. Ils n'ont pas le droit, ils ont beau faire des demandes, ils ont fait plusieurs demandes pour avoir pour enregistrer la communauté dans les pays du Maghreb, ça a été refusé. Par exemple en Algérie, ça a été refusé. Alors qu'il suffit de regarder les décennies qui sont passées et de voir le comportement. On parle de Sir Zafrullah Khan Sahib, mais de tous
les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya qui ont œuvré pour le service à l'humanité, pour le service de leur pays. On rappelle que pour nous, l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc ils ont été des exemples. Malgré les persécutions au Pakistan ou ailleurs, ils n'ont jamais répondu à la violence par la violence. Ils ne se sont jamais rebellés. Donc j'appelle vraiment et humblement les représentants de ces pays du Maghreb à étudier l'histoire. Je pense qu'ils l'ont déjà fait. Et d'essayer de libérer un petit peu l'esprit de liberté, de fraternité que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le Coran quand on nous dit l'ikrah fi ddin, et que les gens, il ne devrait pas y avoir de contraintes. Si on s'est battu pour avoir ces pays, si nos anciens se sont battus pour avoir l'indépendance, c'est pour que justement les nouvelles générations puissent pratiquer ou non pratiquer librement ce qu'ils veulent, suivre et vivre librement, pas sous le coup d'un pays étranger ou autre qui veulent leur imposer quoi que ce soit. Et quand on voit l'histoire des membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, on ne voit nulle part un comportement aussi pacifique. Comme je le dis, voilà, ils n'ont jamais répondu à la violence, ou à la persécution, aux arrestations. En Algérie, il y a eu des arrestations, malheureusement. Il y a des personnes qui ont été emprisonnées. Leur situation est devenue très compliquée. C'est très dur aujourd'hui d'être Ahmadi dans ce pays-là et de vivre librement sa foi. Donc on les appelle vraiment humblement, avec tout le respect qu'on leur doit, ces pays, à regarder l'histoire et à regarder qui sont vraiment les membres de cette communauté musulmane Ahmadiyya. Comme je l'ai dit, Cheikh Zafrullah Khan Sahib est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, j'ai juste ce petit message à faire passer. C'est vraiment d'étudier ce que disent les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le djihad par l'épée, c'est pas le moment, c'est pas un djihad, c'est un djihad par la plume. Donc tous ceux qui justement veulent faire quelque chose pour ces pays, on le voit aussi encore aujourd'hui, que ce soit en Palestine ou ailleurs, bah, qu'ils devraient se joindre justement à ce djihad de par la plume, de l'unité justement, de l'amour, de la fraternité, et pas des persécutions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas oublier que c'était lui qui était persécuté, c'était lui qui était boycotté, et ce n'était pas l'inverse. Donc il ne faut surtout pas reproduire ce que ont fait les représentants de cette époque-là au prophète. Nous, notre réponse sera toujours l'amour et les prières. C'est notre seule arme, si je puis dire, c'est les deux armes, c'est les prières. Et c'est vrai que notre calife, à chaque fois, à la fin de chaque sermon, nous rappelle à chaque fois de prier pour les différents musulmans ahmadis dans les difficultés, que ce soit au Pakistan ou même dernièrement, c'est aussi au Yémen aussi. Différents musulmans. Et différents musulmans aussi, j'allais dire. Il faut se rappeler que l'Ahmadiyya, ce n'est rien d'autre que l'islam. Je veux dire, le travail de la Jamaat Ahmadiyya depuis son existence, sa raison d'être, c'est de servir l'islam et les musulmans. Là, les quelques faits d'armes que nous avons exposés de sœur Zafrullah Khan radiyallahu anhu fait partie intégrante de ce mouvement libérateur qui vise justement à unir et à fraterniser la communauté musulmane. Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de mensonges qui sont faits à notre sujet, qui mènent justement à ces choses qui viennent fragiliser la communauté. Parce que la communauté musulmane Ahmadiyya, depuis 1889 qu'elle a été créée, a toujours été musulmane. C'est un artifice qui a fait qu'on a inventé cette excommunication. Jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a permis à qui que ce soit d'enlever la musulmanité d'un individu. Et d'abord, avant même d'être une blessure pour nous en tant que musulmans, Ahmadi, c'est une blessure pour les musulmans dans le monde entier. Parce que c'est une force qu'on affaiblit. L'histoire démontre qu'à chaque fois que la communauté musulmane Ahmadiyya a été au devant pour défendre les intérêts des musulmans, les musulmans ont eu gain de cause. Et justement, cette libération par la voie diplomatique, par la sagesse
est une preuve de la véracité que ce réformateur qui était attendu pour justement unir la communauté musulmane dans son ensemble et être une vague de bénédiction massive pour l'humanité, eh bien ça s'est réalisé. Et donc les musulmans, on en appelle, nous en tant que musulmans Ahmadis, dans cette Jalsa, on appelle nos frères, parce que ce sont avant tout nos frères, à ne pas se laisser influencer par les mensonges, par la calomnie, par la diffamation sur d'autres frères. Parce que l'Ahmadiyya, c'est nul autre que l'islam. Et ces faits qui ont été rapportés et ces actions concrètes qui ont été mises sur le devant de la scène par un disciple de l'imam Mahdi sont une preuve sans aucun doute possible que l'intérêt des musulmans aujourd'hui, c'est de travailler à l'unité. C'est d'enlever toute dénomination et se dire quels sont les problèmes qu'ont les musulmans et qui sont ceux qui peuvent venir aider et défendre les intérêts de la communauté. La communauté musulmane Ahmadiyya dans l'histoire l'a prouvé. Elle peut encore le prouver. La voix des sans-voix encore aujourd'hui. On le voit un peu aussi derrière nous avec tous les drapeaux. C'est la communauté qui a ramené un maximum, qui a réuni quasiment tous les musulmans un peu du monde entier. Le calife actuel, pour aller toujours dans le progrès, je suis désolé, M. Marseille, on doit terminer. J'ai terminé. Ce n'est pas que de l'histoire. Le calife Abdallah Ben Abdelaziz et cette voix des sans-voix, il défend encore les musulmans. C'est le seul leader musulman qui dit toutes ces vérités sur la justice et la paix dans les assemblées internationales du monde entier. D'accord. Zakallah, M. Marseille, pour toutes ces précisions. Je vous remercie également aux deux invités, M. Abdelghani Saeb et Ali Saeb. Et tout de suite, vous allez avoir des images de l'intérieur de la Jalsa avec nos confrères qui sont à l'extérieur. Jazakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.